il est géopolitologue. Il enseigne dans différents établissements. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont la plupart, et les derniers, ont été publiés par l'Artilleur. Il vous présente son dernier travail, La stratégie de l'intimidation. Je vous remercie à tous d'accueillir très chaleureusement Alexandre Delval. Merci, cher Alexandre, merci à vous tous. Je reconnais quelques personnes qui sont des héros de la lutte contre la menace islamiste, dont un avocat antiterroriste célèbre qui défend les victimes du Bardo, et d'autres du Bataclan qui s'appelle Philippe Deveul. Je salue aussi Alain de Saint-Martial et d'autres. En tout cas, ravi d'être parmi vous, et je salue aussi le travail de Damoclès, que je remercie, et de l'IFP, qui se sont beaucoup mobilisés pour organiser cette conférence, qui a pour but de faire ce que je n'aurais pas osé faire moi-même, organiser une conférence pour parler de mon livre. Je n'aurais pas osé le faire comme cela, mais il me disait que c'était utile d'aller sur les réseaux sociaux et de faire venir ceux qui échangent avec moi ou me lisent régulièrement. Et je me suis dit, oui, c'était une occasion de rencontrer un public différent des patrons que je rencontre régulièrement. Alors voilà, la stratégie de l'intimidation, quel était le but de ce livre? Tout simplement, moi, ma discipline, c'est la géopolitique. La géopolitique, c'est l'étude de conflits sur des territoires disputés et les représentations de chaque camp pour mobiliser les troupes pour essayer de légitimer l'occupation de ce territoire. Donc dès qu'il y a un conflit autour d'un territoire, on est dans une histoire géopolitique. Et donc la géopolitique, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de l'idéologie, c'est l'étude aussi, surtout des faits historiques, géographiques, mais on est assez basique, et vous verrez que peut-être j'aurai parfois quelques emportements, je parlerai de manière assez cash. La géopolitique plaît beaucoup aux militaires et aux patrons, aux hommes d'entreprise et aux militaires, parce que c'est les deux catégories qui sont les moins idéologues. Par contre, quand on est dans un milieu universitaire, les idées comptent beaucoup plus que les faits. Donc nous, la géopolitique, on est un peu la classe oubliée du monde intellectuel, la moins considérée comme intellectuelle, parce qu'on accorde une importance fondamentale aux faits réels, et quand les faits réels contredisent notre présupposé, notre idéologie, donc on a tendance à s'incliner devant les faits. Les idéologues classiques, mais pas uniquement de gauche, ont tendance à faire l'inverse. Ils vont nier les faits lorsque ces faits contredisent leur idéologie. Et donc, dans ma méthode qui est empirique, j'ai voulu comprendre quelle était la stratégie du terrorisme et est-ce que les terroristes étaient efficaces, utiles, parce que ce qui compte, c'est pas de juger en géopolitique, c'est d'analyser. Et je me suis rendu compte que ce que je croyais jadis, que les terroristes discréditent finalement le combat de l'islamisme, je me suis rendu compte, après 20 ans d'études de l'islamisme radical, que finalement, c'est pas comme ça qu'il faut poser les choses. On ne peut pas juger le terrorisme qu'à partir de ces petits soldats problématiques recrutés dans des milieux problématiques ou alors les psychiatriser. On ne peut pas réduire la stratégie du terrorisme, qui me paraît beaucoup plus intelligente qu'on le croit, aux seuls petits soldats, et je le répète, du terrorisme, parce que ceux qui vont se faire sauter avec des gilets, ou tout simplement parce qu'ils ont buté quelqu'un, ou ils ont roulé avec une camionnette sur des passants, ils savent très bien qu'à l'issue, ils vont être assassinés ou tout simplement éliminés par des gens de la BAC ou du RAID ou un policier qui passe par là, ou un héros dans le TGV, un ancien GI qui passe par là, et ils le savent parfaitement. En fait, la stratégie du terrorisme n'a rien à voir avec ce que l'on croit. Le terrorisme a pour but de lancer des petits soldats qui vont aller tuer, mais surtout pas uniquement pour tuer. Nous, on croit que le terroriste va nous tuer parce qu'il nous déteste, parce qu'il déteste notre idée, notre pays, parce qu'il nous hait. La stratégie du terrorisme est tout à fait différente. Le terrorisme est un terrorisme publicitaire. L'enjeu du terrorisme est de tuer uniquement pour attirer les médias, pour faire venir sur place des journalistes qui vont être attirés par les faits sensationnels dans une société des médias, dans une société du spectacle, et le terrorisme a pour but de faire parler d'une idée. En fait, le terrorisme islamiste n'a pas pour but de libérer un otage, comme l'ancien terrorisme palestinien, n'a pas pour but de l'indépendance d'un pays, comme le terrorisme irlandais. Le terrorisme islamiste a ceci de spécifique, qu'il a pour unique but, et je dis bien l'unique but réel, c'est de faire parler de l'islam, de faire parler de la charia, de faire parler du califat, de faire parler en fait de son idéologie. Parce que l'intelligence des stratèges islamistes,
c'est de se dire, plus on parle de quelque chose, plus ce quelque chose va finir par rentrer dans le cerveau. C'est ce qu'on apprend en publicité, en marketing. Pourquoi les pubs, d'ailleurs, qui nous aveuglent et qui nous rentrent dans le cerveau chaque jour, sont fondées sur la répétition, même les pubs les plus stupides. Pourquoi elles répètent inlassablement parfois des bêtises du style « Damar lave plus blanc », ça paraît complètement stupide, mais le fait même de répéter quelque chose finit par rentrer. Donc la stratégie des terroristes est d'attirer les médias pour faire parler de l'islam, de l'islamisme, et c'est pour ça que je dis dans la 4e couverture de ce livre, plus on tue au nom de l'islam ou de l'islamisme, plus on parle de l'islam et de l'islamisme, en mal, certes, on va dire, des gens ont tué au nom de l'islam, mais les islamistes nous connaissent beaucoup mieux qu'on les connaît. Leur but, c'est de dire, justement, regardez, on n'arrête pas de parler de la violence de l'islam, on n'arrête pas d'associer l'islam au terrorisme, l'islam à la violence, on souille les musulmans et l'islam, donc après chaque attentat terroriste, à un marketing négatif immédiat qui allie, et là c'est pas nous qui le faisons, l'amalgame, c'est celui qui a tué au nom de l'islam, eh bien ce que j'appelle les coupeurs de langue, complémentaires des coupeurs de tête, les coupeurs de tête tuent au nom de l'islam, et c'est là qu'agissent les coupeurs de langue que je croyais opposés au départ, mais en fait qui sont beaucoup plus complémentaires qu'on le croit. Les coupeurs de langue arrivent en scène et ils disent « Regardez, ces démocraties occidentales, judéo-chrétiennes, croisées, ex-colonisatrices, à chaque attentat terroriste, elles souillent les musulmans, elles souillent l'islam et elles associent l'islam à la violence. » Alors c'est vrai que l'islam associé à la violence, c'est nous qui l'avons fait, bien entendu, c'est nous qui avons tué au nom de l'islam, c'est nous qui avons tué au nom d'Allah ou de la charia, et c'est pas du tout stigmatiser les musulmans que de le dire. Dire que l'islamisme terroriste s'appuie sur des sourates, sur des hadiths, sur la sira, la vie de Mahomet, sur un certain nombre de textes qui certes ne sont peut-être pas interprétés comme il faut, peut-être que c'est pas assez contextualisé, c'est vrai, les musulmans modérés ont raison de le dire, n'empêche que les terroristes ne tuent pas au nom du bouddhisme, au nom de l'athéisme, au nom du communisme ou au nom de l'hindouisme, ils tuent au nom d'une religion, et on pourrait nous dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais il se trouve que leur idéologie, alors tous les salafistes ne sont pas djihadistes, mais tous les djihadistes sunnites sont salafistes, leur idéologie c'est le salafisme. Si le salafisme n'avait rien à voir avec le Vatican de l'islam, on pourrait effectivement dire que ça n'a rien à voir. Mais il se trouve que leur idéologie, non seulement elle est dans le monde musulman de plus en plus répandue, mais elle tient les lieux saints de l'islam. Pas Jérusalem, le soi-disant 3e lieu saint de l'islam, les 2 réels lieux saints de l'islam, on les appelle Haramain, les 2 lieux haram, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Et le salafisme saoudien, qui a été d'ailleurs, on le sait, l'Arabie saoudite, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Arabie saoudite? C'est un État qui a été créé par des guerriers djihadistes qu'on appelait les Ikhwan, les frères. C'était des combattants ultra fanatiques qui ont délogé la famille modérée hachémite qui tenait les lieux saints pendant 500 ans, qui aujourd'hui est à la tête de la Jordanie. Ils les ont délogés par une guerre djihadiste. La création même de l'Arabie saoudite, c'est exactement ce qu'a fait Daesh. D'ailleurs, le grand intellectuel algérien Kamel Daoud dit très souvent « Daesh a un père, c'est la guerre américaine en Irak, et une mère, c'est l'idéologie salafiste développée par l'Arabie saoudite. » Donc quand on nous dit « les Occidentaux souillent l'islam après chaque attentat parce qu'ils lient l'islam à la violence », c'est assez ubuesque. Parce qu'en fait, les premiers qui font un amalgame entre les deux, c'est ceux qui tuent au nom de l'islam. Mais les coupeurs de langue, justement, se disent, plutôt que de critiquer uniquement le terrorisme et de ne pas en profiter, on peut également en profiter. Et là, c'est là que je me réfère à un tout autre registre. Al Capone, excusez-moi de la référence qui n'est pas tout à fait sympathique ou très classe, Al Capone disait « Un conseil, c'est bien, mais avec un flingue, c'est beaucoup plus convaincant. » Eh bien, les coupeurs de langue, c'est ceux qui vont demander des doléances, qui vont donner des conseils aux gens. S'il vous plaît, arrêtez de stigmatiser les musulmans, arrêtez d'être islamophobes. Mais quand le coupeur de langue, donc celui qui veut faire taire, quand je dis coupeur de langue, c'est une image, quand ceux qui veulent nous faire taire, donc ce que j'appelle les islamistes institutionnels, respectables, l'Arabie saoudite, la Turquie d'Erdogan, qui dirige quand même 200 mosquées sur le territoire français, la Turquie d'Erdogan qui a placé un de ses militants à la tête du Conseil français de culte musulman. Vous voyez, le Conseil français de culte musulman, il n'a pas grand-chose de français, il est dirigé par un militant d'Erdogan marié à la femme à la cousine, pardon, de monsieur Erdogan. Donc voilà, le Conseil français de culte musulman, c'est les Turcs. Les Saoudiens ont beaucoup d'importance, ils dirigent toutes les grandes mosquées en Europe. L'Arabie saoudite, d'ailleurs, tient tout l'enseignement de l'islam en Belgique. Voilà un pays, la Belgique,
qui a confié ses compatriotes musulmans d'origine marocaine ou turque aux Saoudiens. Et vous me croyez si vous voulez, en Belgique, avec l'argent des impôts des Belges, les imams de Belgique enseignent un islam salafiste à partir d'un accord qui date des années 70, comme on dit en Belgique, entre la Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite. L'islam, depuis 40 ans en Belgique, est aux mains des salafistes, pas des soufis, même pas de l'islam marocain du bled, même pas des marabouts d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, ou des soufis de l'Anatolie. Non, on a confié la gestion des musulmans belges à un pays qui distille le salafisme partout. L'Espagne, pareil. On retrouve beaucoup de grandes mosquées dirigées par l'Arabie Saoudite dans toute l'Europe, Sarajevo, Madrid, Londres, Bruxelles. Donc voilà, il y a les Turcs et les Saoudiens. Troisième pôle, les frères musulmans. Là, c'est pas un État, c'est un pôle transnational. Les frères musulmans ont été créés dans les années 30 pour rétablir le califat après l'acte horrible d'Atatürk, le franc-maçon, le pro-juif, le mécréant vendu aux Occidentaux, qui aurait été d'ailleurs le fruit d'un véritable complot, d'une conspiration judéo-maçonnique. Monsieur Atatürk aurait détruit le califat pour en fait comploter contre l'islam. Donc on a le pôle des frères musulmans qui lui veut rétablir le califat. Alors quand on distingue les frères musulmans islamistes modérés par rapport aux islamistes radicaux salafistes, là aussi c'est une rigolade, puisque les frères musulmans eux-mêmes se définissent comme salafia, membres de la salafia. La salafia, c'est cette idée de retourner au salaf, aux pieux ancêtres. Donc on a le pôle turc, le pôle saoudien, le pôle frères musulmans. On a le pôle tabligh. Alors le tabligh, c'est une organisation que mon ami Joachim Veliokas connaît très bien, parce qu'à la mosquée de Lunel et d'autres, on a eu des tablighis, l'association Foi et Patrie pratique, ou d'autres, qui ont enseigné une vision de l'islam extrêmement rétrograde. Ça, c'est un autre pôle, plutôt d'origine indo-pakistanaise. On pourrait parler des déobandes. Les déobandes, c'est des gens qui pensent à peu près comme les talibans, mais qui ont pignon sur rue à Londres. Depuis 40 ans, les déobandes, qui ont un islam qui est celui des talibans afghans, avaient même le monopole à un moment de la formation de la police et des fonctionnaires, pour leur dire ce qu'était l'islam. Vous voyez le genre de degré de pénétration. Donc les Turcs, les Saoudiens, les frères musulmans, le tabligh indo-pakistanais, d'autres organisations indo-pakistanaises. En gros, l'islam européen est aux mains de représentants du culte qui ont tous un projet sécessionniste, un projet irrédentiste, et qui veulent utiliser les musulmans européens comme un tremplin pour conquérir politiquement et spirituellement l'Europe, une forme de projet néocolonial ou contre-colonial, ou colonisation à rebours, sous couvert de la liberté religieuse, en fait, littéralement un projet de conquête de l'Europe, qui ne veut pas être reconnu comme tel par nos dirigeants, qui font croire, alors qu'ils savent très bien par nos notes de renseignement, qu'il s'agit d'un projet de conquête politico-religieuse, mais ils font croire que c'est le droit à la différence ou à la liberté d'expression. Donc les coupeurs de langue sont très très utiles, mais les coupeurs de tête, qui paraissent être ceux qui discréditent l'islamisme, sont également très utiles, et les deux coopèrent. Puisque, je reviens à Capone, adaptons la théorie d'Al Capone à la comparaison christianisme-islam. Des pôles chrétiens ou des lobbies pro-chrétiens veulent demander à nos dirigeants de réagir aux profanations journalières de tombes, agressions de prêtres et profanation d'églises. Le problème, c'est que quand les lobbies pro-chrétiens demandent de lutter contre la christianophobie, il n'y a aucune épée de Damoclès, au sens propre et figuré du terme, sur la tête du dirigeant. Il n'y a aucun risque d'attentat du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Les prêtres ne font peur à personne. Et c'est la seule raison pour laquelle on ne parle jamais de la christianophobie. À chaque fois qu'on parle de l'antiracisme, il y a l'islamophobie, c'est devenu vraiment le summum, éventuellement l'antisémitisme, la judéophobie, mais jamais la christianophobie. D'ailleurs, moi je me rappelle, j'ai écrit un livre sur la christianophobie il y a quelques années. Même les églises catholiques, au dernier moment, annulaient des conférences. Ça risque de choquer nos frères musulmans de parler de la christianophobie dans les pays islamiques. Vous voyez, donc la christianophobie n'est pas prise au sérieux parce que tout simplement les chrétiens sont gentils. Ils ne font peur à personne, leurs représentants, leurs lobbies, leurs prêtres ne terrorisent personne. Par contre, quand une association proche des frères musulmans, qui prétend être modérée chez nous, qui a un bras dans l'antiracisme, un peu à la CCIF ou Tariq Ramadan, mais un autre bras dans le Hamas, organisation islamiste palestinienne radicale, qui est un des précurseurs du djihadisme sunnite, quand un frère musulman qui ont pignon sur rue. En Europe, les frères musulmans sont très importants. Ils ont la plupart des écoles, ils ont les centres islamiques, etc. Quand un frère musulman ou un pôle saoudien ou turc proche d'Erdogan va demander de ne pas souiller l'image des musulmans en associant le terrorisme à l'islam,
c'est beaucoup plus convaincant. Il n'y a même pas besoin de dire « je suis secrètement proche des islamistes », parce qu'on sait qu'Erdogan, l'Arabie Saoudite, les frères musulmans ont tous un bras dans la modération et un bras, ou plutôt une main dans la modération et une autre dans le terrorisme. Eh bien, leur demande est beaucoup plus convaincante, parce qu'on sait que Erdogan, en Syrie, il aide Daesh depuis le début. Là encore, en frappant les Kurdes, il continue à aider Daesh. On sait qu'Erdogan a un bras dans l'institutionnalisme. Il est élu, il est démocratique, il fait partie de grandes instances internationales. La Turquie est membre de l'OTAN. Mais il y a aussi un bras dans le terrorisme. Donc leur demande est beaucoup plus convaincante, parce qu'on sait que ces pôles peuvent également susciter une violence. Donc leur demande est plus convaincante. Donc les coupeurs de langue, ceux qui nous font taire après chaque attentat terroriste, finalement, ce que j'appelle l'islamisme institutionnel, est intrinsèquement lié, et en fait il est beaucoup plus complice qu'on le croit de l'islamisme terroriste, parce que la demande de l'un est appuyée par la force de l'autre, l'intimidation psychologique intellectuelle du premier est appuyée par l'intimidation physique du second, qui à chaque blasphème, à chaque moquerie, à chaque livre, soumission de Theo Van Gogh, à chaque livre, y compris d'un musulman, moi je suis remonté dans mon livre à Salman Rushdie, et ce que j'ai constaté, qui m'a vraiment frappé, c'est tout à fait empirique, parce qu'au début je ne pensais pas que l'islamisme djihadiste était efficace, je pensais qu'il discréditait l'islamisme institutionnel, et je me suis rendu compte d'une chose tout à fait empirique. À chaque attentat terroriste, j'inclus dans l'attentat terroriste le meurtre de quelqu'un, l'assassinat d'un blasphémateur, on a tué un des traducteurs de Salman Rushdie, on a tué en pleine rue Theo Van Gogh. Je me suis rendu compte d'une chose assez stupéfiante, y compris des chercheurs du CNRS, avec qui je ne suis pas trop en accord, eux-mêmes l'ont constaté, notamment l'équipe de Jocelyne Césari, l'une des disciples de Gilles Kepel. J'ai constaté depuis Salman Rushdie, et surtout depuis septembre 2001, et les ancêtres de Daesh en 2005-2006, Zarqawi, qui a lancé les vidéos d'égorgement extrêmement scénarisées, eh bien on s'est rendu compte que plus l'islamisme a frappé, plus on a tué au nom de l'islam de manière toujours plus scénarisée, toujours plus médiatisée, et bien plus on a constaté un nombre de conversions à l'islamisme, à l'islam et à l'islamisme, à l'islam modéré et aussi à l'islam radical. Plus on a vu que les gens qui sont pour le voile, pour la charia, étaient arrogants, plus on a vu une recrudescence de partis islamistes, comme le parti Islam en Belgique, ou le parti d'ailleurs encore piloté par des Turcs et qui a présenté 68 candidats chez nous. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on croit, plus l'islamisme tue, plus l'islam n'est pas souillé, au contraire, il devient à la mode. Plus dans les quartiers on est fier d'être musulman. Avant, on était fier d'être algérien, quand on était d'origine algérienne. À mon époque, l'Algérien était assez sécularisé. Il était fier d'être franco-algérien. Aujourd'hui, s'en fout. C'est fier musulman, l'appartenance à l'islamisme. Et à cette nation Ummah, cette nation supranationale, transnationale, qui n'a pas de frontières, qui serait la seule identité respectable. Donc, empiriquement, plus l'islam a tué, plus on a été fier d'être musulman du côté de ceux qui pourtant devraient peut-être se remettre en question. Et à chaque attentat terroriste, ça n'a pas été une occasion de réviser les textes de l'islam qui forgent la violence islamique. Ça aurait pu. Chaque attentat terroriste aurait pu être, dans le malheur que l'on constate, une formidable occasion de dire il est peut-être temps de réformer l'islam et en tout cas de contextualiser certains textes qui sont des sources de violence, car dans l'islam classique il y a des sources de violence. Et bien au contraire, les coupeurs de langue n'ont pas intérêt. Mettez-vous à la place des coupeurs de langue, c'est-à-dire les islamistes institutionnels. Ils n'ont pas envie que chaque attentat terroriste devienne une occasion d'interpeller les textes de l'islam qui concrètement et très clairement appellent au meurtre et qui eux font l'amalgame puisqu'ils s'appuient sur une violence sacrée. Et donc c'est là qu'ils interviennent, sous couvert d'antiracisme, d'où leur stratégie d'instrumentalisation de l'antiracisme, leur pénétration des milieux antiracistes de gauche et d'extrême gauche. Le MRAP, par exemple, moi j'étais en procès avec cette organisation, je la connais bien, j'ai eu ses avocats en face de moi dans des tribunaux à la 17e chambre correctionnelle. Le MRAP, qui était une association de militants plutôt communistes et souvent des rescapés de la Shoah, plus souvent d'origine juive, les créateurs, certains se sont arrachés les cheveux quand ils ont vu, je parle des premiers créateurs du MRAP, quand ils ont vu ce qu'est devenu le MRAP dans les années 2000, le MRAP qui était très laïque, très à gauche, mais gauche cohérente, très athée, etc., est devenu l'organisation
antiraciste qui a le plus défendu le droit au voile dans les écoles malgré les interdictions et l'identité islamiste radicale. Et c'est une organisation qui a défendu corps et âme Tariq Ramadan lorsqu'une note de la DST l'avait interdit de territoire en France. Ce sont les organisations antiracistes de gauche qui l'ont défendu avec plein de pétitions, mais y compris aussi les cathos tiers-mondistes, les l'abbé Pierre et compagnie. On a eu plein de pétitionnaires. À chaque fois qu'on voulait interdire je me rappelle du réseau Chalabi, c'est pire que Ramadan. À un moment, on a voulu interdire de territoire français et expulser Chalabi. Je me rappelle, c'était le frère d'un islamo-terroriste d'origine voyou, qui avait des machines à jeu. C'est un voyou qui est devenu islamiste. Il s'est rapproché du GIA. Il avait des écoles de soutien scolaire. Et en fait, derrière le soutien scolaire, c'était de la radicalisation pour faire adhérer des gens au GIA, donc les groupes armés islamiques algériens qui aujourd'hui font partie d'Al-Qaïda. Ce n'étaient pas des rigolos. On n'a jamais pu expulser Chalabi, parce que la Ligue des droits de l'homme, le MRAP et ses organisations antiracistes disaient si on expulse le frère Chalabi, la juridiction est moins clémente en Algérie, il risquera de terminer pendant 15 ans, 20 ans dans une prison. Donc voilà, donc on a des organisations antiracistes qui aujourd'hui défendent le communautarisme, le voile islamique, mais même pire, défendre des terroristes qu'on ne peut même pas expulser de là d'où ils viennent, parce que les pauvres terroristes qui ont recruté quand même pour le GIA risqueraient d'être maltraités dans des prisons algériennes. Donc voilà, ce que je veux dire par là, je ne vais pas parler trop longtemps, les coupeurs de langue sont indissociables des coupeurs de tête, parce que le terrorisme n'est pas que physique, il est essentiellement psychologique. Et je conclurai avec ce que j'ai dit au début, et après on va passer au débat, parce que je préfère les questions-réponses que de parler 2 heures, parce que je peux parler très longtemps, et je me retiens depuis tout à l'heure, je ne vais pas lire tout, et on ne peut pas réciter tout le livre, mais en gros, ce que je dirais, c'est que on ne peut pas dissocier le terrorisme psychologique du terrorisme physique. Le terrorisme d'ailleurs physique, en tout cas le terrorisme islamiste, mais aussi ce qu'on appelait à l'époque des anarcho-syndicalistes et du terrorisme d'extrême gauche anarchiste, on parlait aussi de propagande par l'action. C'est très intéressant ce thème, et je me suis beaucoup référé aux travaux du grand américain spécialiste de la violence politique, Walter Laqueur, qui devrait être beaucoup plus connu en France. Il parle du terrorisme publicitaire et du terrorisme médiatique et du terrorisme message. En fait, le terrorisme est un message en lui-même. Quand quelqu'un se fait sauter pour l'islam et qu'il dit comme message, en fait, l'islam doit vaincre, et moi je suis prêt pour cette idée, la victoire, la suprématie de l'islam, je suis prêt à mourir. Mettez-vous à la place du public qui est en face. Vous et moi, qui font partie d'un Occident individualiste, esclave de la vie, qui prend des cachets à l'idée de vieillir, enfin pas vous et moi, mais enfin beaucoup d'Occidentaux prennent des cachets rien qu'à l'idée de vieillir. J'ai des étudiants qui à 22 ans sont déjà traumatisés par la vieillesse, imaginez, alors ne parlons pas de la mort, et celui qui va allègrement, alors qu'il est tout jeune, qu'il avait du fric, il était voyou, il arrivait à fumer du shit, à draguer des filles, etc. Puis tout à coup, alors qu'il avait pas mal de choses sur Terre, les voyous sont rarement des gens qui crèvent de faim, peut-être des familles problématiques, mais ils crèvent pas de faim, tout à coup, il renonce au shit, à la bière, aux femmes, aux discothèques, à tout, et il va directement au paradis. Cette idée, elle n'est pas à prendre à la légère. C'est pas uniquement des cinglés. J'ai connu un des formateurs de ces gens, David Valla, qui est un ex-terroriste français du réseau de Khaled Kelkal, qui maintenant est déradicalisé, et il dit, cette idée, on doit la prendre au sérieux. Quelqu'un qui est capable de mourir pour son idée, à part les 2% de véritables fous, la plupart ne sont pas fous, on a des études aujourd'hui très concrètes là-dessus, on ne peut pas sous-estimer son idée. Son idée, c'est laquelle? Vous avez peur de mourir, moi, je vais allègrement mourir pour mon idée. Ça veut dire quoi? Et là, on ne s'en rend pas compte, mais notre cerveau le comprend parfaitement. Celui qui voit la personne qui s'est fait tuer à côté de son quartier, au Bataclan, je ne sais où, et qui a allègrement choisi la mort, eh bien, il comprend parfaitement le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le jour où nous sommes à armes égales, celui qui n'a pas peur de la mort écrase celui qui a peur de la mort. Celui qui est esclave de la vie va être écrasé. Ça veut dire que la seule différence entre les djihadistes et nous aujourd'hui, si nous sommes plus forts qu'eux, c'est uniquement parce qu'on a plus de technologie, plus d'armement, on est plus fort au niveau étatique. Mais le jour où il y a une entité qui réussit à exister, comme les premiers cavaliers du djihad qui ont conquis en moins de 100 ans la plupart de la Méditerranée, de l'Orient et jusqu'aux portes de la Chine et de la France, le jour où on a une entité qui a des armes égales aux nôtres, nous sommes laminés. Et ça produit quoi? Et c'est là le génie de l'islamisme, un syndrome de Stockholm antérograde, selon les spécialistes de la violence politique et de la psychologie. Le syndrome de Stockholm antérograde, c'est quoi? C'est pas pareil que le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est celui qui est pris en otage par des voyous ou des preneurs d'otages terroristes, et après il va défendre ses bourreaux,
Et on est assez surpris, ça arrive assez souvent, alors qu'il engueule ses libérateurs. On appelle ça le syndrome de Stockholm, ça s'est apparu en Suède il y a des années et c'est devenu un sujet d'étude psychologique très très connu. Le syndrome de Stockholm antérograde, c'est la même chose mais par anticipation. Je sais qu'un jour, ce monde qui grandit, cet islamisme qui progresse, qui gagne de plus en plus de cœur grâce à la publicité du terrorisme et de l'islamisme, je sais qu'un jour, si nous sommes à armes égales, s'il y a autant de eux que de nous, s'il y a autant de gens qui ont peur, qui n'ont pas peur de la mort que de gens qui ont peur de la vie, ils vont nous écraser. Donc, puisque pour des raisons démographiques, parce qu'on sait très bien quels sont l'état des phénomènes démographiques aujourd'hui, on connaît parfaitement ce sujet, hein. Il y a une sorte de suicide collectif démographique de l'Occident. Ça veut dire que l'occidental de base, même si ce n'est pas conscient, il se dit, cet homme qui n'a pas peur de la mort, un jour il va me vaincre. Donc mieux vaut se soumettre par anticipation avant qu'il ait vaincu. Aujourd'hui je suis vainqueur, je sais que je peux écraser Daesh, je sais que je peux en mettre pas mal en prison, on est encore majoritaire, mais puisqu'un jour, d'ici 50 ou 100 ans, ils vont peut-être triompher pour des raisons à la fois psychologiques, démographiques, et de prosélytisme et d'extension de leur idéologie, un moment ou un autre, nous serons plus en sécurité, ils seront capables de nous défaire. Donc, je vais me soumettre à son projet, pas forcément en devenant islamiste, mais en faisant des concessions, des accommodements raisonnables, comme on fait déjà au Canada. Justin Trudeau a fait une loi, il a fait voter une loi spécialement pour ne condamner que l'islamophobie et pas la christianophobie. Ça a suscité pas mal de réactions, mais Justin Trudeau pensait que c'était le meilleur moyen de calmer la colère des islamistes qui protestaient face à des phénomènes d'islamophobie. Voilà, je conclurai ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et la fin de mon livre d'ailleurs est consacrée au mythe de l'Andalousie. Pourquoi? Et de la dette du monde occidental, soi-disant, envers la civilisation arabo-islamique, parce que, étonnamment, plus l'islam tue, plus l'islam est à la mode, plus l'islamisme est à la mode, plus les islamistes sont nombreux, les partisans de la charia, les partis islamiques, les femmes voilées, les communautaristes, mais même plus l'islam est vanté comme la plus merveilleuse des religions. Et c'est ça le génie du terrorisme. Et si on analyse de manière empirique, depuis les années 90 que le terrorisme sunnite a frappé massivement en Occident, eh bien, on n'a jamais vu autant renaître cette thèse qui était très minoritaire, qui est discutée par les grands historiens, cette thèse de la dette que l'Occident aurait contractée envers un islam supérieur moralement et philosophiquement, à qui nous devrions le zéro, la philosophie. Sans eux, on n'aurait pas eu Platon, on n'aurait pas eu Aristote, on n'aurait pas eu le zéro. Et j'ai même lu dans des livres extrêmement sérieux, sans les Turcs qui ont pris les Balkans et le monde grec, on n'aurait pas eu la Renaissance, parce que la Renaissance, c'est grâce en fait aux Turcs qui ont fait fuir des Grecs qui sont arrivés en Italie. Alors bravo, on les remercie pour une invasion. Et sans les Espagnols, on n'aurait pas eu toute la philosophie de Platon et d'Aristote, ce qui fait montre d'une ignorance crasse, puisqu'en fait, les grands traducteurs, c'était pas en Espagne, l'Espagne n'a fait que republier ce qui avait été fait à Bagdad, bien plus tôt, à l'époque, par des chrétiens d'Orient et des Byzantins. Des Byzantins avaient donné des manuscrits grecs, donc les Byzantins, c'est nos frères, c'était les chrétiens d'Orient, même c'était l'Empire romain, c'était l'Empire romain de Constantinople. Les chrétiens d'Orient ont traduit des œuvres, parce qu'ils parlaient à la fois arabe et grec, ils ont traduit des œuvres données par l'Empire byzantin, gracieusement, ou sous la menace, déjà l'intimidation, et on remercie le monde musulman d'avoir traduit des œuvres qui en fait ont été traduites par des chrétiens d'Orient à 90%. Tous les grands spécialistes savent que Ibn Ishaq et tous les Assyro-Chaldéens qui parlent araméen, qui étaient des chrétiens autochtones, ont fait la grande partie, mais l'écrasante majorité des traductions des œuvres ont été faites en fait par des gens qui étaient de notre civilisation judéo-chrétienne et byzantine. Mais le terrorisme créant une sorte de fascination ou de peur ou de syndrome de Stockholm antérograde envers l'idéologie islamiste, eh bien plus l'islamisme frappe, plus on dit que l'islam est extraordinaire et qu'il est même carrément supérieur. Et ce mythe de l'Andalousie est dangereux puisque c'est le mythe des islamistes de Daesh et de Al-Qaïda. Quand ils ont frappé Barcelone, j'étais à Barcelone cet été, j'ai été frappé par les revendications, les lieux de commémoration. Les revendications des djihadistes, c'était l'Espagne fut musulmane, elle le redeviendra. L'Espagne fut la gloire du califat, la magnifique Andalousie éclairée, envers laquelle l'Occident devrait s'agenouiller. Eh bien, il faut qu'elle redevienne musulmane. Ça veut dire que ce mythe apparemment sympathique, islamophile, antiraciste, d'un islam éclairé qui nous aurait apporté Platon, il n'est pas si innocent que ça. Il est un carburant de l'idéologie suprémaciste de l'islamisme, de ce sentiment de supériorité. Et quand on
vante les bienfaits de l'Andalousie ou des Balkans turcs ou de la Sicile islamique, quelque part on a déjà fait la moitié du chemin vers la conversion à l'irrédentisme islamique, puisqu'on est nostalgique d'une époque où nous étions des dhimmi. Mes ancêtres siciliens ou espagnols, eh bien ils étaient des dhimmi. Le hal al-dhimma, ça veut dire la personne qui paye un impôt et qui est humiliée parce qu'il est juif ou chrétien, il a un statut d'humiliation. Quand on vante l'Andalousie ou l'Espagne qui furent envahis par l'islam califal, eh bien on vante une époque où nous étions des soumis qui payaient un impôt. Et vous savez, quand le chef de la communauté juive ou chrétienne allait payer l'impôt au chef de la communauté musulmane, il fallait, selon la sourate 909, qu'il soit humilié. Hein, les chrétiens et les juifs doivent être humiliés, sariroun. Donc il apportait le tribut, il devait baisser la tête, il recevait un coup sur la nuque, hmar, on le traitait d'âne. Hein, et là, il pouvait payer le tribut parce qu'il fallait qu'il soit humilié pour que, justement, on puisse comprendre le fait que on te tolère, toi, le juif ou le chrétien, contrairement aux païens qui zigouillaient ou à l'athée, mais on te tolère en te montrant que tu n'es qu'un inférieur. Parce que l'idéal, ce serait quand même d'être musulman. Donc on est nostalgique d'une époque où nous étions des esclaves ou des inférieurs. Voilà, donc ce mythe est extrêmement dangereux, et c'est le sous-titre, et là vraiment je conclus, c'est ce que j'appelle l'islamiquement correct. Du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct, c'est mon sous-titre. Je montre que le terrorisme djihadiste produit un marketing négatif qui entraîne un marketing positif, parce que nos peuples culpabilisés ont plus peur qu'on stigmatise l'islam que de pleurer les victimes. Le seul souci après un attentat de nos gouvernements, c'est beaucoup plus de dire attention à ne pas faire l'amalgame que de pleurer les victimes. Cela produit une islamophilie, une pulsion islamophile, qui est ce que j'appelle l'islamiquement correct, qui est le nouveau cœur du politiquement correct. Je vous remercie. On va faire directement les questions. Qui va commencer? Oui. Oui, bonsoir Monsieur Deval. J'ai vraiment... Parlez très fort s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. J'ai été très intéressé par ce que vous venez de dire. Effectivement, j'ai retrouvé beaucoup de choses dont j'avais déjà entendu parler et que je vais explorer. Et j'avais une question concernant les pseudo-intellectuels idéologues que vous avez abordés, tels Edoui Plenel ou d'autres pour ne pas les nommer. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt à faire cela, parce que s'ils se prétendent alliés objectifs des islamistes, ils ne le sont pas. On l'a vu avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, avant les attentats de Charlie Hebdo, la presse, que moi je considère bien pensante, a dit « Oh non, 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 dès qu'il y a un attentat, c'est pas l'islam, etc. » Et après les attentats de janvier 2015, ah bah là, curieusement, tout le monde a dit « Ah ben l'islam c'est très dangereux, cet islam-là c'est complètement dévoyé. » Et beaucoup d'intellectuels idéologues parfois ont retourné leur veste et parfois on dit « Ah oui, non, mais ça, c'est qu'un islam dévoyé. » Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur ces idéologues pro-islamistes, et je voudrais savoir, selon vous, quel est leur intérêt à faire ça? Je pense qu'ils n'ont pas vraiment changé d'avis. Il y a deux catégories de penseurs de gauche tiers-mondistes qui ont une vision assez culpabilisante de l'Occident. Il y a ceux qui sont relativement cohérents, ils sont contre le christianisme, c'est un peu la doctrine Caroline Fourest, Charlie Hebdo, ils sont contre toutes les religions, ils détestent peut-être encore plus le christianisme que l'islam, mais quand même ils détestent tous les théocrates. Et ils ne supportent pas de plier face aux théocrates, et eux ils sont relativement cohérents. Dans leur athéisme nihiliste, hein, ils veulent détruire la civilisation judéo-chrétienne, parce qu'ils sont contre les racines même, la mention même de l'origine chrétienne de l'Europe, déjà ça les rend furieux. Moi j'ai lu les revues de Caroline Fourest, elle est à mon avis autant anti-chrétienne qu'anti-musulmane, donc ça c'est... Mais il y a une cohérence, même si je ne partage pas l'antichristianisme, parce que je pense qu'on n'est quand même pas né n'importe où, on n'est pas dans un pays de culture bouddhiste ou animiste, on est dans un pays de culture judéo-chrétienne. Je sais qu'il y en a que ça enrage, ça rend furieux, mais enfin on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est un fait qui s'impose à nous. Mais ceux-là sont cohérents parce qu'ils vont être contre tous les théocrates. Et il y a ceux qui sont un peu moins cohérents en apparence, ils sont peut-être moins cohérents du point de vue de l'athéisme, qui est quand même l'un des cœurs de l'idéologie marxiste, mais ils sont cohérents tactiquement. C'est-à-dire que les premiers veulent avant tout lutter contre l'infâme, et l'infâme c'est le religieux quel qu'il soit. Les seconds veulent lutter avant tout contre l'Occident bourgeois capitaliste, mais également l'Occident judéo-chrétien, parce qu'en tant que marxiste athée, ils détestent l'origine judéo-chrétienne, mais en tant que révolutionnaire tiers-mondiste,
anti-occidentaux, y compris contre l'Occident moderne, ils détestent l'Occident tout court. Et là, ils voient le rouge comme un bélier contre l'Occident. Le rouge aide le vert, c'est ce que j'appelle l'alliance du rouge et du vert, le totalitarisme marxiste, tiers-mondiste. Donc c'est l'aile tiers-mondiste de la gauche. Mais ce n'est pas toute la gauche. Il faut être honnête, il y a des gens de gauche extrêmement cohérents. D'ailleurs, si on est objectif, même si moi je ne suis pas spécialement Charlie, hein, mais je reconnais que le courage physique de ces gens est assez impressionnant. Parce que dans leur athéisme, ils ont été jusqu'à défier par le blasphème. Moi je n'aime pas blasphémer, mais eux, ce sont des blasphémateurs, parce qu'ils sont foncièrement anti-religieux. Dans leur blasphème, ils ont été prêts à donner leur vie pour blasphémer. Donc ils sont même capables d'être eux-mêmes martyrs. Donc il n'y a pas que Beltrame qui est martyr, chrétien martyr, il y a aussi des athées capables d'être martyrs. Ceux-là sont relativement cohérents dans leur lutte contre l'infâme, jusqu'à donner leur vie. Les seconds sont prêts à se coucher, ou alors voient l'islamisme comme une façon de détruire l'Occident de l'intérieur, et cette alliance est terrible. Je pense même que l'islamisme n'aurait pas été une menace pour nous si le terrain n'avait pas été, si un tapis rouge au sens propre et figuré du terme n'avait pas été déroulé pour eux. Et donc, nous devons lutter contre un totalitarisme vert, mais qui est aidé par le rouge. Mais en fait, quand vous allez analyser le cœur de la doctrine islamiste, c'est quoi? C'est du conspirationnisme, foncièrement antichrétien, mais foncièrement judéophobe, avec un culte du complot qui ressemble énormément à l'idéologie nazie. C'est pour ça que parfois je parle de la pastèque. La surface est verte, et effectivement l'idéologie est verte aussi. C'est quand même l'islamisme, il ne faut pas le dédouaner. Il y a une source endogène qui est l'islamisme intégriste, non réformé, l'islam orthodoxe tout court, qui n'a jamais fait sa réforme, et qui a toute une théologie de la violence. Son compagnon de route, son idiot utile, c'est le rouge. Donc quand vous coupez la pastèque, vous voyez beaucoup de rouge, c'est pas uniquement vert. Mais le pépin, c'est quelque chose d'aussi radical, d'aussi sans scrupules, d'aussi guerrier, d'aussi barbare, d'aussi violent, d'aussi raciste que le nazisme. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait contre l'idée, qui n'est pas celle de Bush d'ailleurs ou de Valls uniquement, l'idée de comparer cet islamisme à de l'islamo-nazisme. C'est d'ailleurs une idée qui ne vient pas du tout des néoconservateurs américains ou de M. Valls, le sioniste, soi-disant, selon ses ennemis. Ça vient en fait d'un type qui n'est pas du tout sioniste, qui n'est pas du tout anti-musulman, Rachid Boudjedra, un intellectuel algérien de grande renommée, qui avait créé cette expression islamofascisme et islamo-nazisme. Ça a été repris par Kamel Daoud, par Boualem Sansal. Finalement, les écrivains qui ont le plus comparé cette idéologie au nazisme, parce que le pépin est nazi, le pépin ressemble beaucoup, c'est pas la race, hein, c'est pas la lutte des races, c'est la lutte des religions, mais il y a quand même un suprémacisme et une haine absolue de pratiquement les mêmes ennemis. Et c'est pour ça d'ailleurs que Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, a contracté une alliance très étroite avec des islamistes fanatiques qui étaient proches des frères musulmans, puisque même si un jour, peut-être qu'ils vont s'entretuer, mais momentanément, c'est le même ennemi anglo-saxon pendant la Seconde Guerre mondiale et le même ennemi juif et sioniste, c'est la même théorie de la conspiration judéo-maçonnique, donc finalement ils ont quand même un ennemi commun. Voilà, donc les nazis, comme les communistes, ont aidé, donc le brun ou le noir, comme le rouge, ont aidé le vert. Donc on a affaire à un totalitarisme qui est à mon avis le troisième moment du totalitarisme. Il y a eu la lutte des races avec Hitler, la lutte des classes avec le communisme dans toutes ses versions. Aujourd'hui, c'est la lutte des civilisations qui est portée par l'islamisme, ou la lutte des religions, ou plutôt la lutte d'une religion contre toutes les autres, parce que lorsque l'on dit à chaque attentat, moi ça m'amuse beaucoup, il faut lutter contre l'esprit du choc des civilisations de M. Huntington, il faut fuir la guerre de religion, il ne faudrait pas relancer la guerre des religions. Je m'excuse, c'est pas les religions qui font la guerre, qui se font la guerre entre elles. Il y a une religion qui est suprémaciste et qui veut écraser toutes les autres, puisqu'elle est cohérente, c'est son programme. Et de ce point de vue, je n'ai aucune haine ou aucun ressentiment envers les djihadistes et les... Enfin si, les djihadistes parce qu'ils nous agressent, mais je n'ai pas de jugement moral négatif particulièrement envers eux, puisqu'ils font leur job. Par contre, en tant qu'ancien fonctionnaire et quelqu'un qui se quand même relativement patriote, j'en veux beaucoup à mes dirigeants qui ont laissé ce totalitarisme avancer sans aucune précaution, sans réagir, sans assurer notre sécurité idéologique, civilisationnelle, territoriale. Et ça, j'en veux beaucoup plus à mes intellectuels, mes élites et mes dirigeants
qu'à l'ennemi, qui finalement, déjà mes ancêtres en Sicile et en Espagne, faisaient des forteresses pour lutter contre les pirateries barbaresques. On le sait qu'il y a toujours eu une volonté de conquête, et à un moment, on était nous aussi un peu conquérants, en tout cas on se défendait. Donc j'en veux beaucoup plus à celui qui sait parfaitement à qui nous avons affaire, parce que je me rappelle, quand j'ai un peu fréquenté des milieux qui étaient un peu informés, déjà dans les années 90, on savait parfaitement qui était Ramadan, on savait parfaitement qui était son frère, quel était le but des frères musulmans, quel était le but de tous ces pôles, donc le pôle néo-ottoman, qui était en train déjà de grignoter la Turquie. Déjà dans les années 90, il y avait des succès électoraux des islamistes. On savait très bien que cette hydre totalitaire, ce nouveau totalitarisme islamiste vert, était en train de grignoter non seulement le monde musulman, qu'il a défiguré, parce que c'est les premières victimes, les pays musulmans. Il faut savoir que les nationalistes dans les pays musulmans sont 10 fois plus anti-islamistes que nos propres dirigeants. Moi je me rappelle un jour dans les Émirats Arabes Unis, c'est le chef de la police des Émirats Arabes Unis qui nous dit « Chez nous, il n'y aura jamais aucun frère musulman, c'est très simple, on le met en prison ou on l'assassine dès qu'il apparaît, dès qu'il bouge. » Je crois même qu'il avait dit « On va tous les tuer ». C'était assez radical. C'est-à-dire que l'Occident est 1000 fois plus pro-islamiste que de nombreux pays musulmans. Saddam Hussein luttait contre l'islamisme, on a renversé Saddam Hussein. Bachar el-Assad lutte contre l'islamisme, on bombarde à chaque fois des positions de Bachar, quand celui-ci, effectivement, fait des choses horribles, mais quand même contre des djihadistes. Il faut savoir que l'Occident, aujourd'hui, venge des djihadistes, parce qu'à la Ghouta, ce n'est pas des rebelles babacool. Ce sont des gens de Harar el-Sham qui sont partis, du Front islamique, qui sont partis de la Ghouta, mais ils restaient jusqu'à aujourd'hui, à Douma, ils restaient Jaish al-Islam, qui sont des mouvements aussi djihadistes qu'Al-Qaïda, et d'ailleurs qui étaient liés à Al-Qaïda pendant des années. Donc l'Occident est complètement suicidaire, mais ce n'est pas tout à fait illogique. L'Occident ne se définit que par la matière, par la consommation, par les multinationales ou par le matérialisme, donc les intérêts économico-financiers. Alors effectivement, si mes intérêts sont seulement économico-financiers et stratégiques, l'Arabie Saoudite, le Qatar sont des alliés, y compris la Turquie qui est un marché pour nos voitures, pour nos grandes entreprises. Par contre, moi ce que je plaide depuis des décennies en faveur d'une vision géocivilisationnelle. La géopolitique et la stratégie ne peuvent pas être distinctes de la civilisation, des considérations identitaires, culturelles, civilisationnelles. Si l'Occident se définissait comme ce qu'il est, parce que ça s'impose à nous, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire d'origine judéo-chrétienne, il n'aurait jamais défini ce genre de pays comme des amis. Car ce sont des amis économiques, mais des ennemis culturels et des ennemis civilisationnels, puisque tout simplement, ils veulent nous conquérir. Qu'est-ce qu'un ennemi ? L'ennemi, c'est pas Bachar al-Assad qui massacre sa population. C'est horrible de massacrer sa population. Je suis contre ce qu'il fait. J'ai même écrit un livre avec une opposante à Bachar qui s'appelle Randa Kassi, c'est le chaos syrien. Et ce qu'il fait est absolument scandaleux, déplorable, tout ce qu'on veut. Mais l'ennemi, c'est pas celui qui fait quelque chose d'horrible chez lui. Je peux le condamner, ce qu'il fait. Mais l'ennemi, c'est celui qui vient atteindre à ma population en la retournant, en la fanatisant ou en la tuant, mon territoire en voulant le conquérir, et mes institutions et mes valeurs. Celui qui s'attaque à ces trois fondements, territoire, population, institution, c'est mon ennemi. De manière plus vulgaire, l'ennemi, c'est celui qui vient vous assassiner dans votre baignoire. Là, c'est clair. Il n'y a pas d'hésitation, c'est un ennemi. Mais l'ennemi qui fait des choses pas belles chez lui, c'est peut-être un salaud, c'est pas votre ennemi. C'est l'ennemi de quelqu'un, de son peuple, mais c'est pas votre ennemi. On ne distingue plus, à cause de cette vision politiquement correcte, on ne sait plus distinguer entre quelqu'un qui est un salaud, chez lui, mais qui peut être un allié pour nous, et un ennemi. L'ennemi, je répète, c'est pas quelqu'un qui est défini par la morale. Il est défini par le fait qu'il lutte contre nos intérêts vitaux. Donc l'Occident, dans cette définition non civilisationnelle qu'il a de lui-même, n'est même plus capable de savoir qui est son ennemi. Et ça explique pourquoi nos dirigeants se couchent devant des pôles, la Turquie néo-ottomane, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et même le Koweït qu'on a libéré, mais qui est un plus grand financier du salafisme, et bien sûr des frères musulmans. Ces pôles nous conquièrent avec l'aval de nos dirigeants, parce que ceux-ci se contrefichent totalement, mais totalement, de votre culture, de votre identité, des racines judéo-chrétiennes de notre civilisation. C'est le dernier de leurs soucis. En plus, ils sont dans des quartiers hautement sécurisés, donc c'est pas trop eux qui subissent ce que vit le pauvre petit blanc que l'on méprise. J'étais avec des patrons l'autre jour qui me disaient « Ah, c'est horrible, ces gens qui votent populistes. » Ah oui, c'est horrible. Je leur dis « Moi, je ne suis pas du tout populiste, plutôt style républicain, etc. » Mais il y a deux façons de traiter le populisme. Les insulter, ou se dire pourquoi ils ont fini par voter comme cela. Et je leur disais, si vous étiez passé de salarié à chômeur, ou de 800 € à 500 €, parce qu'on a des paysans qui gagnent 500 €, sachant que quelqu'un qui vient d'un pays non européen, qui est arrivé à l'âge de la retraite, qui a vécu 5 ans en France, mais qui n'a jamais cotisé, il va toucher 1 200 €.
Et le paysan français, s'il est marié, 8200, et s'il n'est pas marié, à peu près entre 8 et 900. C'est-à-dire que le type qui n'a jamais cotisé en France va toucher plus que celui qui est paysan, qui travaille depuis l'âge de 13 ans, voire même parfois de 7 ans. Et bien sûr, c'est vulgaire de voter populiste, mais le populiste, eh bien, il se révolte contre le fait que, au titre de la dénonciation de la préférence nationale, qui serait un thème lepéniste, on est passé à l'autre excès, la préférence étrangère. Même certains philosophes de gauche, comme Finkielkraut, l'ont dénoncé. Donc vous le voyez, tout ça, ça veut dire quoi? Que notre pire ennemi, c'est pas la concurrence chinoise. Les Chinois nous écrasent économiquement uniquement parce que nos multinationales avides ont délocalisé nos entreprises chez des autres pour exploiter des gens qui n'ont aucune loyauté et qui produisent avec très peu de protection sociale. Mais c'est pas non plus l'islamisme radical, finalement, au départ. L'islamisme radical n'a d'espace chez nous que ce que nos dirigeants leur ont laissé avoir. Ce qu'ils ont chez nous, c'est parce qu'on leur a permis de l'avoir. Donc allons à la source. Les responsables sont ceux qui les entretiennent, les alimentent, et même mieux, en Autriche, quand même il y a eu un petit progrès, en Autriche on s'est rendu compte, dans les années 2015, que les imams qui fanatisaient les Autrichiens d'origine turque de la 3e génération, à qui ils apprenaient qu'ils n'étaient toujours pas autrichiens, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème. Ils étaient payés par l'État. Les imams qui fanatisent les Autrichiens sont payés par l'État. Les imams qui fanatisent les jeunes Belges avec une idéologie salafiste sont payés par l'État belge. Mais l'Autriche, je précise, avant que l'extrême droite arrive au pouvoir, en 2015, j'ai rencontré d'ailleurs le directeur de la sécurité nationale autrichienne qui m'a raconté comment ça s'est fait. Il nous a dit, ben nous on connaît bien l'islam parce qu'on est l'empire. On était l'empire austro-hongrois, on a une des plus vieilles communautés musulmanes en Autriche et on sait gérer ce culte, on sait qu'un islam qui respecte nos valeurs n'est qu'un islam contrôlé. C'est ce que disait Bourguiba, le grand héros de la dépendance de la Tunisie. Il disait un islam bon est un islam contrôlé. Si vous ne contrôlez pas les imams, ils vont vous contrôler un jour ou l'autre. Parce que comme c'est une religion théocratique, elle est parfaitement intégrale à la République dès lors qu'il y a des concessions qui ne sont pas faites. Et l'Autriche a, depuis à peine 2 ans, interdit tout financement étranger ou islamiste radical du culte musulman en Autriche. Et on vient de faire un culte musulman autrichien en 2015. Ça veut dire que même les dirigeants les plus lucides d'Europe, je précise, c'était avant que l'extrême droite arrive au pouvoir, ils ont attendu 2015, c'est-à-dire après 4 générations de fanatisation saoudo-frériste et turque, ils ont attendu 2015 pour enfin réagir et assécher la source de l'islamisme radical. Donc ça prouve que ça pourrait être fait. Aujourd'hui, sachez une chose, si rien n'est fait pour lutter contre la progression de l'islamisme dans nos banlieues et même entre autres que les banlieues, c'est uniquement parce qu'aucune mesure n'a été prise pour assécher la source de cette idéologie qui continue à proliférer. On va expulser 3 imams, mais on va en emporter 150, qui eux condamneront le djihadisme. Ils vont être contre les coupeurs de tête. Ils vont dire « Ah non, on est contre les coupeurs de tête ». J'ai lu des textes des frères musulmans qui disaient « On est contre le terrorisme en Europe ». Les frères musulmans, j'ai compris pourquoi ils sont contre le terrorisme. J'ai retrouvé des textes de Qardawi qui expliquent clairement l'Europe, il n'y a pas besoin d'être terroriste, elle est devenue Dar el-Shahada, terre du témoignage. Certains disent Dar el-Salah, mais Dar el-Shahada, la terre du témoignage. Puisque l'Europe ne fait plus d'obstacle à l'islamisation, pourquoi faire du terrorisme? Ça n'a aucun intérêt. Elle n'est plus vraiment Dar el-Harb, elle n'est plus terre de la guerre, puisqu'elle s'ouvre et même elle nous paye pratiquement pour la conquérir. C'est la seule raison pour laquelle les frères musulmans condamnent le terrorisme en Europe, parce que c'est pas utile. Mais les frères musulmans sont à fond pour le terrorisme en Tchétchénie, en Irak, en Israël. Il y a pas mal de pays où les idéologues, y compris Qardawi, qui forment les imams européens à Château-Chinon. C'est quand même l'homme qui a supervisé la formation d'imams pendant des décennies. Son livre est en vente libre à la FNAC, vous pouvez l'acheter. Il explique les 3 raisons pour lesquelles on peut buter quelqu'un. Il explique comment frapper votre femme, les endroits du corps où on frappe. Et il explique que l'islam doit être toujours supérieur et qu'il va falloir conquérir Rome, car un hadith du prophète a dit après Constantinople, on va conquérir Rome, et quand Rome sera islamisée, on va conquérir toute l'Europe. Et il dit, peut-être sans avoir besoin de l'épée. Voilà la seule raison pour laquelle les frères musulmans condamnent le terrorisme. C'est pas parce qu'ils sont contre les coupeurs de tête. Ils adorent couper des têtes quand c'est nécessaire ou quand c'est le mode opératoire utile. Mais quand c'est pas utile, ils vont pas se priver du djihad de la langue, du djihad juridique, du djihad du verbe, du djihad rhétorique. En fait, le djihad, ce n'est pas que les coupeurs de tête, ça peut être le djihad par le verbe. Oui, de suite peut-être, oui. Oui, bonsoir, monsieur Delval. Je
voudrais revenir peut-être à la genèse de la situation actuelle. Est-ce que ça n'est pas consécutif aux accords Rabia qui auraient été signés dans... Alors, monsieur parle de Rabia, pour ceux qui m'entendent. Et ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est l'ami qui m'a demandé de vous le poser. Oui. Donc, vous êtes géopolitologue. Il y a un philosophe mondain qui vient de commettre un livre, qui est passé d'ailleurs à On n'est pas couché samedi, oui. Et qui, c'est BHL, et qui lui-même ferait de la géopolitique dans son bouquin. Je voulais savoir si vous l'aviez lu déjà, ce que vous pouviez en penser, et est-ce que ce bouquin, si vous avez déjà milité sur ce bouquin, c'est pas en fait un bouquin pour préparer une guerre contre l'Iran, Et, oui, c'est un atolaire. Merci, c'est un atolaire. Je vais répondre juste après. Et il y a une autre question? Vous allez en prendre deux coups. Vous demander, bonjour, je voudrais vous demander ce que vous pensez du double langage du pape François. Ah oui. Ah ben voilà. Non, le pire, je pense que c'est pas double. Et, au fond, il y en avait une autre. Oui. Oui. Est-ce que le sacrifice de M. Beltrame ne remet pas en cause justement cette politique, cette publicité de la barbarie des terroristes? Là, on a eu un homme, d'abord militaire, je pense, très juste, qui est capable de donner sa vie pour défendre les gens. Alors, je prendrai monsieur que je connais qui travaille dans la sécurité juste après. Ah bah, ou maintenant, ok. Qu'est-ce que vous pensez de Mohammed bin Salman et de l'évolution, a priori, qu'il veut faire en Arabie Saoudite? Il a a priori renvoyé la Moutawa dans ses mosquées. Oui. Et il veut a priori combattre le wahhabisme. Est-ce que c'est vrai ou c'est une dissimulation? Alors, je vais répondre de manière beaucoup plus rapide à toutes ces questions, donc ça en prendra 2 ou 3 dernières. Je vais faire beaucoup plus vite. Le pape François, il ne connaît les arabo-musulmans qu'en Argentine. Et en Argentine, j'ai bien connu ce pays, c'est un pays où la communauté arabo-musulmane, c'est le contraire de ce qu'on a dans certains pays européens, sans vouloir mépriser les immigrés. Hein. Moi, je suis fils aussi d'immigrés qui étaient très pauvres, hein, et à moitié illettrés, donc il n'y a rien de mal. Mais on a des gens qui sont plutôt de milieux un peu blédards, comme on dit. En Argentine, les Libano-Palestino-Syriens, c'est une élite absolue. Ils sont extrêmement riches, ils sont dans les professions libérales ou dans le commerce à haut niveau, dans la politique, et ils sont souvent, même quand ils sont musulmans, très désislamisés, comme Carlos Menem, l'ancien président d'Argentine, qui était syrien d'origine, et donc le pape François, il ne connaît des Arabes que la partie la plus, que la crème, et donc il n'a pas l'impression que ça existe une communauté qui pourrait se radicaliser, parce qu'en Argentine, ça n'existe pas. En fait, là où il est un peu déformé, c'est que ça ne peut pas exister en Argentine, parce qu'en Argentine, le patriotisme est tellement fort que depuis l'âge de 2 ans, vous apprenez déjà à réciter l'hymne national, vous avez le lever du drapeau, les costumes, et Viva Argentina. Donc voilà, donc lui, il connaît pas, il sait pas ce que c'est que la culture de la haine de soi qui favorise la non-intégration. Il connaît l'inverse. Donc je pense que naïvement, il plaque sur les musulmans en général la vision, qui est juste d'ailleurs, de musulmans éclairés qu'il a connus en Amérique latine. À part le Venezuela, dans pratiquement toute l'Amérique, les communautés musulmanes sont plutôt au milieu élevé, et en plus assez éclairé. Voilà, donc pour ce qui concerne BHL, je ne vais pas faire de commentaire parce que c'est tellement consternant que je n'ai pas envie de parler de lui, parce que déjà j'aime pas les attaques ad hominem, et peut-être, j'espère qu'il est sincère, au moins il aurait ça, mais je crois que c'est plutôt de l'ego. La seule chose qui l'anime à mon avis, c'est l'ego. Voilà, et je pense que là, et on comprend mieux pourquoi il a défendu d'ailleurs en Bosnie des islamistes antisémites. Ça prouve qu'il n'est pas, contrairement à ce qu'on dit dans les milieux complotistes, il n'est même pas animé par la défense de sa communauté, puisqu'il a défendu des antisémites bosniaques, dont Izetbegovic, qui était un ancien Waffen-SS pro-nazi des légions bosniaques nazies en Bosnie. En Libye, il a défendu des islamistes qui se sont empressés de tuer l'ambassadeur américain après avoir été mis au pouvoir par les Occidentaux. Donc voilà, je crois que c'est quelqu'un qui veut surtout montrer sa chemise au vent et ressembler à Malraux dans des guerres d'Espagne qui n'ont d'Espagne que le nom. Voilà. Même pas le nom. Bin Salman, moi je pense, quand on dit c'est un type éclairé, il est plus despote qu'éclairé, et il est éclairé moyennement. Alors maintenant, c'est vrai que quand on sort de la crucifixion, de l'interdiction des femmes de conduire,
hein, de la lapidation à tout va. Numéro 2 ou 3 selon les crues, selon les années, numéro 2 ou 3 en nombre d'assassinats politiques annuels. C'est sûr que quand on libère on permet aux femmes de conduire et tout à coup les voiles seront un peu moins serrés, on verra quelques cheveux qui dépasseront, un peu comme la Sheikha du Qatar. Alors il y a une qatarisation de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que MBS, il veut être un peu plus pragmatique, que les gens soient plus efficaces, et il n'est pas fou. Comme on enseigne que la terre est plate dans les universités saoudiennes, et lui il veut faire travailler les Saoudiens. Il sait très bien que pour avoir des cadres saoudiens qui vont remplacer les cadres occidentaux ou palestiniens, parce que dans les pays arabes, les Palestiniens c'est l'élite au niveau intellectuel, eh bien il sait très bien que pour remplacer des cadres égyptiens, palestiniens, occidentaux, américains, français, qui ont des super écoles d'ingénieurs et qui sont très rationalistes, des mecs qui ont appris que la terre est plate dans les universités saoudiennes, ça ne va pas permettre de remplacer les cadres. On ne va pas faire des ponts très solides. Donc, il a compris, mais pas par éclairé, pas parce qu'il est anti-islamiste, il a compris qu'il faut un peu se qatariser, ou ce Abu Dhabi disait. Abu Dhabi, hein, ou les Émirats Arabes Unis, c'est aussi des pays du Golfe sunnites, mais assez islamistes, mais des islamistes pragmatiques, qui permettent aussi l'intelligence. Voilà. Il veut mettre les Saoudiens et les Saoudiennes au travail pour préparer non pas l'après-pétrole, mais le fait que le pétrole va être concurrencé par d'autres énergies, parce qu'aujourd'hui, quand on est dépendant que du pétrole, le jour où le prix baisse, on est ruiné, comme l'Iran, comme le Venezuela, l'Algérie. Donc voilà, c'est tout simplement un pragmatique. Et quand on pense qu'il est gentil, ou qu'on plaque sur lui des fantasmes bisounours, alors là, c'est à mourir de rire, parce que c'est probablement le chef d'État saoudien le plus sanguinaire et le plus despote qu'il y a jamais eu. Il fout tout le monde en prison, il raquette des gens. Le ticket de sortie de sa prison dorée dans l'hôtel, là, c'était plusieurs milliards, hein, au minimum des centaines de millions. Voilà, donc il en a pendu par les pieds pour les faire parler, leur faire cracher. Enfin, c'est pas du tout un démocrate. Mais là où il peut être utile pour nous, peut-être, mais c'est pas sûr, peut-être va-t-il assécher le financement mondial de l'islamisme. Mais j'en ai pas la preuve. Il va surtout faire un pays qui existera, parce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite n'existe pas. C'est un clan bédouin complètement arriéré mais pragmatique, les Saouds et la branche Soudaïri dont il appartient, c'est les demi-frères, et une alliance avec des Wahhabites qu'on appelle El-Sheikh, ils ont un titre, qui était une secte ultra fanatique qui a permis aux Saouds mécréants, presque païens, de légitimer leur possession des lieux saints qu'ils ont dérobés aux Hachémites. Donc le fanatisme saoudien, il est consubstantiel à ce pays. Ce pays ne peut pas vivre sans le fanatisme wahhabite, puisque le wahhabisme apporte la légitimité islamique pour les Saouds dans leur contrôle des lieux saints, qui donne un soft power extraordinaire. Ensuite, Rabia, j'ai bien connu les écrits, et je les ai lus de Gisèle, alias Batior, qui a écrit la théorie de Rabia, et je respecte bien sûr Batior, mais personnellement, je pense qu'on pourrait plutôt parler d'euro-islamisme. Je ne pense pas que c'est le terme arabe qui soit le plus propre mais à définir ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont chrétiens, il y a beaucoup d'Arabes qui sont très éclairés. Aujourd'hui, les gens les plus courageux dans la lutte contre l'islamisme sont souvent des personnes d'origine arabe. Moi, avec mon ami syrienne Randa Kassis, j'ai assisté à des colloques internationaux de grands intellectuels arabes, dont le grand poète Adonis, qui n'a rien à envier à Abou Alem Sansal. Et c'est impressionnant leur degré de courage et de performance dans la lutte contre ce fanatisme religieux. Donc voilà ce que je pense. Cette théorie, elle est intéressante, mais je ne pense pas que le mot arabe soit adapté en l'occurrence. Ensuite, Beltrame. Alors Beltrame, j'ai retrouvé quelque chose d'étonnant. Il est d'origine sicilienne et il a le même nom qu'un martyr sicilien qui avait sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été béatifié en 1950. Et bizarrement, le monsieur qui a été béatifié en 1950, qui s'appelait Beltrame, il s'appelait également Quattrocchi. Quattrocchi, c'était son deuxième nom, et c'est le nom d'un type qui a été martyrisé par Al-Qaïda en Irak, et qui était aussi un type dans les milieux de sécurité, et qui était là aussi, qui a donné sa vie de manière extrêmement héroïque, en hurlant. Vous allez voir comment meurt un Italien, et ça me permet de répondre à la dernière question. Et ils ont coupé le moment où il a dit, vous allez voir comment meurt un Italien de manière extrêmement héroïque, parce que, comme Beltrame, ce fameux Quattrocchi qui est mort en Irak en 2005, et ce Beltrame qui est mort récemment, dans les deux cas, c'est un échec pour les islamistes djihadistes, parce que le djihadisme veut montrer que vous, esclaves de la vie, vous êtes capable de vous coucher, c'est un peu la théorie du maître et de l'esclave de Hegel, vous allez vous coucher parce que vous êtes esclave de la vie, parce que vous avez peur même de votre ombre. Donc là, effectivement, quand un Beltrame, ou même, il faut même reconnaître, même Charlie Hebdo, accepte la mort, parce que Val, c'est pas...
pas Valls, mais Val, donc l'ancien directeur Charlie Hebdo, c'est un type qui a un courage incommensurable. Donc ces gens, c'est un problème pour les islamistes djihadistes, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer la scène d'un mécréant peureux, qui, en général d'ailleurs, quand ils égorgent un mécréant, ils lui font réciter un texte qui accuse les dirigeants occidentaux d'être des méchants musulmans, et ils lui font réciter un texte qui donne raison aux islamistes, pour créer un effet de soumission. Donc effectivement, le type qui meurt comme Beltrame, ou qui meurt comme le père Hamel, aussi le père Jacques Hamel, qui est mort en disant on lui a dit convertis-toi, non, va-t'en Satan, il n'a pas voulu se convertir. Donc il y a pas mal de héros, et je pense que ça c'est à chaque fois des échecs. Malheureusement, il n'y en a pas énormément, mais peut-être que c'était... Et d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant de voir que c'est la France qui a le plus de héros au niveau Europe de l'Ouest par rapport aux attentats islamistes. Quand on compare à l'Espagne, quelle tristesse ce pays muy noble, qui avait quand même cette tradition, et mon ami Philippe le connaît, quand on connaît la tradition vaillante depuis le Cid et la Reconquista, quand on voit ce qui s'est passé à Barcelone, moi j'étais absolument impressionné, mon neveu ici présent était avec moi, on a fait en bicyclette tous les lieux de commémoration de la ville, où on avait mis des fleurs, des pancartes, bien analysées, sélectionnées par la ville. La ville avait organisé une scénarisation de la commémoration des attentats. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que la mairie gauchisante pro-Venezuela, vous savez, c'est comme des gens qui adorent le Venezuela, donc c'est des gens vraiment très libéraux, hein, c'est un peu l'équivalent Mélenchon en Espagne, c'est Podemos, enfin Podem, version catalane, et la mairie avait organisé des lieux de commémoration où il n'y avait que des pancartes qui disaient l'islam c'est fantastique, l'islam c'est la paix, l'islam c'est merveilleux. J'ai même vu mieux, des pancartes, on l'a vu avec mon neveu, le Pakistan c'est magnifique, le Pakistan c'est la paix. Le Pakistan, l'état le plus terroriste de la planète avec l'Arabie Saoudite qui est co-créateur en joint venture, il a co-créé Al-Qaïda, l'état du Pakistan qui a protégé Ben Laden jusqu'à son dernier souffle à côté d'une base militaire pakistanaise, l'état qui a mis en place les talibans en Afghanistan, le Pakistan, le lendemain d'attentats à Barcelone commis par des gens qui probablement ont été formés par des gens qui venaient du Pakistan, parce que c'est là qu'il y avait tous les camps d'entraînement, Pakistan, Afghanistan, le Pakistan vanté comme un État merveilleux. C'était probablement des immigrés locaux pakistanais, qui sont très 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 islamistes d'ailleurs, hein, qui avaient demandé est-ce qu'on ne stigmatise pas les Pakistanais, parce que si on critiquait la violence islamique, on allait souiller les musulmans, mais bien sûr on allait souiller les Pakistanais, puisque la plupart des Barcelone, qui ont des petits commerces, et des Pakistanais. Donc voilà, ce qui est extraordinaire, après un attentat islamiste, l'islam est merveilleux, l'islam c'est la paix, l'islam n'a rien à se reprocher, les musulmans sont une communauté sans tâche, sans aucun travail à faire sur soi-même, et le Pakistan est un magnifique pays, extraordinaire. Moi, si j'étais un djihadiste, les formateurs, hein, ceux qui font le marketing, je dirais, mais on a totalement atteint nos objectifs en Espagne. En France, un peu moins, parce qu'il y a une sorte de résistance. Ce pays laïcard, finalement, il a quand même encore des héros. Mais l'Espagne, c'est fantastique. Madrid, en 2004, les attentats islamistes sont tournés contre la droite. Le lendemain des attentats, l'Espagne, qui était à 70% pour le parti de Aznar, pour Rajoy, pour la droite, elle passe à l'autre opposé, pour la gauche. Parce qu'elle a été terrifiée par les attentats, elle impute la responsabilité des attentats à la droite et elle vote à gauche. Soumission totale, c'était l'objectif parfaitement atteint qui était voulu par Al-Qaïda. En 2017, attentat de Cambrils et de Barcelone, objectif parfaitement atteint pour Daesh. La société espagnole n'a pas arrêté de stigmatiser le roi, le Premier ministre, l'Espagne, l'Occident, et tout a été fait pour dire qu'en fait, les véritables responsables des attentats de Barcelone, et bien moi je l'ai vu dans la grande commémoration qui a eu lieu à Barcelone, lorsque le roi a été sifflé, lorsque le Premier ministre Rajoy a été sifflé, les Catalans hurlaient dans la rue, les vrais responsables des attentats, c'est ni l'islam, ni l'islamisme, c'est le roi Bourbon, et c'est le Premier ministre de droite. Extraordinaire. Moi, si j'étais un cerveau de Daesh ou d'Al-Qaïda, je dirais vraiment le pays le plus mûr pour la future soumission, c'est l'Espagne. C'est triste à dire parce que j'ai aussi du sang espagnol, mais il faut être objectif. Voilà, donc la France, finalement, ayez quand même une certaine fierté. Ce pays qui est l'artisan de l'islamophilie depuis les Lumières, ce pays qui était l'artisan de la haine de soi, qui était le premier, d'ailleurs, à faire la grande alliance avec le Grand Turc à l'époque contre le reste de l'Europe chrétienne, ce pays qui a quand même qui a un passif de ce point de vue, qui a été le premier à critiquer les racines chrétiennes de sa propre civilisation, mais finalement, je pense que dans tous les pays qui ont été frappés par l'islamo-terrorisme, c'est peut-être celui qui a donné le plus de fil à retordre, parce qu'il y a un côté têtu. Est-ce que c'est le côté gaulois qui ressort? Et moi, je suis de plus en plus fier d'être français, parce que comparé à d'autres pays, la réaction est quand même beaucoup plus vaillante. Voilà, donc on terminera sur un peu d'espoir, sauf s'il y a une ou deux questions. À moins qu'il y ait une dernière question.
Et après on fait les dédicaces, d'accord. Pardon. Oui. On va en prendre une salle de 3, je répondrai une fois. Oui. Est-ce que, comme vous disiez, pour donner un peu notre espoir, est-ce que vous croyez que dans l'islam sunnite, ils vont revenir à une ouverture du ijtihad, c'est-à-dire comme il y a eu aussi, parce que c'est quand même, il faut avoir un peu d'espoir, et comme on n'en a pas beaucoup parlé quand il y a eu en 2016 cette réunion à Grozny, où intéressant. avait été quand même nommé comme secte. Alors, j'ai compris. Pour ceux qui n'ont pas entendu, est-ce qu'il y a une possibilité de réforme dans l'islam, comme ça a été tenté un peu par les Russes? Oui. Seconde question. Il faut dire, oui. Au moment de l'intervention turque à Afrin, on a vu des djihadistes intervenir aux côtés de l'armée turque conventionnelle, le doigt levé en l'air, en train de, le doigt de faire le takbir de Daesh, voilà, l'unicité. En fait, est-ce que dans l'avenir, des djihadistes pourraient s'incorporer davantage à des armées conventionnelles, voire tirer parti d'évolutions technologiques liées à la révolution numérique et aux nouvelles armes? Est-ce qu'on pourrait voir émerger une forme de djihadisme qui s'adapte? Un djihadisme institutionnalisé presque. Et qui s'adapte aux changements techniques. Intéressant. De la guerre notamment. Merci. Pouvez-vous nous dire juste un petit mot du conflit actuel États-Unis-Russie? Ah oui. Très rapide, d'accord. Ok. Oui. En fait, je pense que tout le monde est d'accord avec vos analyses. Une partie au moins non négligeable de la population française aussi. Qu'est-il possible de faire concrètement pour réagir ou agir si c'est possible? D'accord. C'est tout? C'est bon? Oui. Dernière. Dans votre dispositif, vous analysez peur de Z, peur de langue, complémentaire. Quel rôle vous donnez à l'intimidation et l'utilisation quotidienne des racailles? Oui. Intimidation. Ok, c'est bon. Et toute dernière, mon ami Robert Bell, qui est un grand professeur américain, mais islamo-lucide. et pas russophobe. Pas russophobe. Donc il dit que beaucoup d'argent arrive du Golfe. Ah, c'est intéressant. Alors je vais commencer par cette question. Combien d'argent, en gros, est-ce qu'on peut savoir le chiffre? Donc l'attaque contre son propre pays en 2001. Ça a coûté pas grand-chose. So my question is, and it killed 2,000 of us in New York. My question is, if this money that is coming from that is certainly coming from those places were stopped, would it make a hell of a lot of difference? Or would the... Ah oui, s'il n'y avait pas de financement, intéressant. Voilà, je commence en vitesse là-dessus. Aujourd'hui, les islamistes radicaux n'ont plus besoin de financement extérieur. Aujourd'hui, grâce au séparatisme communautariste, qui fonctionne aussi sur le halal, aujourd'hui on sait que des mouvements islamistes radicaux classiques, mais également des mouvements djihadistes, j'avais fait des études là-dessus dans les années 2000, on sait que l'argent du halal, donc la sacrification des bêtes qui rapportent des centimes par kilo, et ça fait des milliards à la fin, la France est même exportatrice de halal vers les pays du Golfe. On a des sociétés comme à votre service, ISA, Délice, qui sont des grosses boîtes d'exportation de halal. Donc aujourd'hui, grâce au halal qui est contrôlé en grande partie par les frères musulmans, il y a un autofinancement de l'islamisme, mais on sait aussi qu'une partie de l'argent collecté par ce genre d'organisation, j'étais en procès avec eux, donc je les connais bien aussi, on se rencontre beaucoup dans les tribunaux. Après qu'El-Kabash m'avait invité, on avait révélé cette histoire du halal, et j'ai eu 6 ans de procès. Et bien entendu, malgré des notes des notes de l'État français qui prouvaient ce que j'avais dit, bien entendu j'ai perdu parce que les juges ont donné raison à des barbus, d'ailleurs qui nous narguaient et qui ont même réussi à dissuader mon avocate de venir me défendre le jour du procès parce tellement qu'elle était terrifiée. Pourtant c'était une maghrébine, Malika Warti. C'est pour vous dire, voilà, c'est du concret, on connaît l'intimidation. Voilà, donc ils n'ont plus besoin de financement étranger aujourd'hui pour s'organiser. Il y a l'argent des fidèles, comme le disait très justement Ahmed Ogras, le président du CFCM, il disait on a l'argent des fidèles, certes il y a encore des imams envoyés ou payés par des États étrangers, mais il y a l'argent des fidèles et le halal. Il y a aussi le racket et bien entendu, ce qui donne un financement aux terroristes, c'est la connexion avec les voyous. Les voyous apportent deux choses, de l'argent
et une absence de scrupules et une aptitude à la violence que vous et moi n'aurions pas. Pourquoi Al-Qaïda et Daesh envoient surtout des voyous se faire sauter ou alors assassiner des gens à coups de couteau ou n'importe quoi? Rarement des petits bourgeois. Ils en recrutent plein des petits bourgeois gaulois, mais rarement parce que... Ou alors quand ils en recrutent, c'est des Gaulois racailles eux-mêmes, qui étaient dans des quartiers difficiles. Ils ne prennent que des gens habitués à la violence, parce que tout simplement, vous et moi, on est moins habitués à faire saigner quelqu'un sans scrupule que quelqu'un qui l'a fait et qui a pris le goût du sang, tout simplement. Voilà, donc il y a un financement par la voyoucratie. Ensuite, l'espoir dans le sunnisme, il y en a un, moi je suis très proche de mouvements qui sont moutazidites, qui sont pour une réforme de l'islam, utiliser sa raison pour analyser les textes. Il y en a beaucoup qui veulent le faire, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas croire que tous les musulmans sont d'accord avec cette orthodoxie, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la grande université de l'islam sunnite, qui est basée au Caire, à El-Azhar, aujourd'hui, elle a excommunié de nombreux libéraux, jamais un seul terroriste djihadiste sunnite. Les seuls qu'elle a excommuniés, c'était des gens qui n'étaient pas sunnites. Mais aujourd'hui, la doctrine d'El-Azhar, donc là où on produit l'islam orthodoxe, c'est le deuxième lieu de production de l'islam orthodoxe avec l'Arabie Saoudite, on refuse d'excommunier les djihadistes. On condamne leurs actions ici-bas, comme a dit le grand mufti d'El-Azhar, mais on ne veut pas leur ôter la qualité de musulman. Par contre, un musulman modéré, réformiste, qui veut réouvrir l'ijtihad, comme vous dites, lui, on en connaît plein qui ont été excommuniés, notamment un que j'avais rencontré, Abu Zayd, qui est un grand intellectuel d'Al-Azhar, un juriste consulte, un religieux, un grand savant de l'islam. Il a été excommunié, divorcé de force de sa femme, puisque une fois qu'il était excommunié, il n'avait plus le droit d'épouser une musulmane. Il a fini sa vie en Hollande, il est mort il y a quelques années, et ça c'est concret. Aujourd'hui, les endroits où il y a un islam officiel, pas terroriste, un islam officiel, on préfère excommunier un libéral plutôt qu'un djihadiste. Donc tout le problème est là, je pense que j'ai répondu. Ensuite, Afrin. Afrin, moi j'ai été carbonisé dans la presse et dans les milieux bien pensants, et surtout les milieux institutionnels dans les années 2000, parce que, sans me vanter, j'avais écrit en 2002 déjà un livre sur la Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie islamiste, et un an après j'en avais écrit un deuxième sur le sujet. Mais malheureusement, il ne faut pas avoir raison trop tôt, parce que on dérange. Mais je suis quand même content qu'aujourd'hui tout le monde est... Non, je suis pas content que la Turquie soit devenue ce qu'elle est, parce qu'elle était quand même mieux lorsqu'elle était kémaliste, mais je suis content qu'enfin on ouvre les yeux, mais encore pas trop non plus. On n'a toujours pas exclu la Turquie de l'OTAN, qui à mon avis n'a rien à faire dans l'OTAN. De deux choses l'une, j'avais écrit un article au Figaro il y a 3 ans là-dessus, soit nous on n'a rien à faire dans l'OTAN si la Turquie y est, soit elle n'a rien à faire si nous on y est. Mais il y en a un des deux qui est de trop. Nous n'avons aucun objectif commun avec la Turquie. La Turquie menace la Grèce. J'étais avec un diplomate grec à midi. La Turquie veut envahir toutes les îles de la mer Égée. La Turquie veut rectifier les frontières avec la Grèce, et elle a menacé d'envahir la Grèce. La Turquie occupe Chypre et a envoyé récemment un bateau militaire pour empêcher une entreprise italienne de faire du forage tout à fait légal dans la partie du sud, parce que la Turquie revendique toute l'île de Chypre au niveau des zones territoriales, au niveau des zones maritimes pétrolières. Donc la Turquie est un pays extrêmement dangereux, et le nouveau calife, l'anti-Atatürk Erdogan, à mon avis, est plus dangereux que El-Baghdadi. On a 2 califes aujourd'hui qui sont candidats. Le calife djihadiste El-Baghdadi, dont l'organisation va être liquidée bientôt, et ça rejoint une autre question, et le djihadiste institutionnel qui fait la fusion entre l'islam politique, frères musulmans élus démocratiquement, avec des mouvements djihadistes. Erdogan aide Daesh depuis le début, il a permis les trafics de pétrole, mais pas que le pétrole. Daesh vendait son textile, vendait son coton. Il y a du textile avec des produits que vous avez peut-être achetés, produits en Turquie, qui ont été faits avec du coton vendu par Daesh via la Turquie. La Turquie a été le lieu qui a permis à Daesh de faire son beurre, de faire tourner son État pendant 2 ou 3 ans. La Turquie continue à aider Daesh parce que Daesh était agressé par les forces de la coalition et les Kurdes au sud, mais en agressant les Kurdes au nord-ouest, ça a empêché les soldats kurdes de continuer leur travail contre Daesh au sud, et ils ont dû quitter le sud pour défendre leur propre famille qui était agressée à Afrin. Donc objectivement, jadis par l'argent, aujourd'hui carrément de manière objective, puisque les troupes turques à Afrin et bientôt à Manjib, elles sont accompagnées de milices djihadistes sunnites, turco-arabes. Il y a des Turkmènes et des Arabes dans le nord de la Syrie. Aujourd'hui, on a des militaires turcs qui prennent des villages kurdes qui combattent contre Daesh, ils les prennent avec des djihadistes. Des djihadistes qui étaient, il y a encore quelques semaines, en opération, ils étaient structurellement liés
soit à Daesh dans certains endroits, soit à Al-Qaïda. La Turquie, à mon avis, est le plus grand danger pour l'Occident. Pardon? Et le chantage à l'immigration, on pourrait en parler absolument. Alors, que faire? On n'a pas... Ah oui, l'argent, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois, voilà. L'argent du Golfe, on a parlé. Que faire? Eh bien, que faire? Je pense que, puisque nous ne pouvons pas agir sur les États qui ont le droit d'être gérés par ce qu'ils veulent, on ne peut pas empêcher un Turc d'être pour le néo-ottomanisme. Moi, j'avoue, quand je vais en Turquie, j'aime bien manger ottoman. Je vais dans des brasseries, et pas des brasseries, mais des salons de thé ottomans, et la musique est magnifique, c'est de la harpe, pas celtique, c'est de la harpe ottomane, mais je comprends qu'un Turc soit nostalgique de la grandeur ottomane, parce qu'ils sont moins cons que nous. Nous, on a honte de nos empires passés, qui ont pourtant été glorieux. Nous, toute notre histoire, toute notre politique, c'est la honte de nous-mêmes. Je comprends qu'un Turc soit nostalgique, même si ça peut choquer, de l'Empire ottoman, parce que c'est un empire extrêmement performant et glorieux. Par contre, si on ne peut pas agir sur un Turc qui a envie d'être néo-ottoman et de rétablir le califat, Erdogan veut rétablir le califat en 2024. Si on ne peut pas agir sur des pays du Golfe qui ont le droit d'avoir des traditions bédouines qu'ils ont incorporées dans la charia, parce que la charia, dans le salafisme, de type hanbalite ou wahhabite, c'est en fait également des traditions bédouines ancestrales qui ont été incorporées dans la religion. Bon, c'est leur mode de vie. On ne peut pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont. Par contre, si on ne peut pas agir sur l'autre, on a le droit en tout cas d'agir sur nous-mêmes. Et nous pourrions parfaitement, et je dis même, sans même rompre diplomatiquement avec ces pays, on peut très bien vendre des choses ou acheter des produits à des pays islamistes, dès lors que nous leur donnions des limites. Un jour, un homme politique français, Charles Pasqua, me disait, ce qui m'a le plus surpris, c'est que quand j'ai demandé, il était ministre de l'Intérieur, quand j'ai demandé à mon interlocuteur saoudien d'arrêter de financer les salafistes dans les mosquées de France, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il m'a répondu, pas de problème, on ne me l'a jamais demandé. Et malheureusement, après Pasqua, on ne lui a toujours pas demandé, et ça a recommencé. Ça veut dire que ce qui est frappant, c'est que rien n'oblige les Occidentaux en plus à accepter cette islamisation. Certains pensent que c'est les pressions des États pétroliers. Même pas. Ces États, c'est normal qu'ils essaient de nous convertir ou de nous conquérir. C'est leur vision fanatique du politico-religieux qui leur commande de le faire. Mais par contre, ils comprendraient parfaitement que nous soyons souverains. Moi, je me rappelle le Cap-Verde. Le Cap-Verde, ça fait peur à personne, le Cap-Verde. Ils n'ont autorisé aucune mosquée parce qu'un fonctionnaire du Cap-Vert me disait on n'a aucune mosquée susceptible d'être compatible avec nos valeurs, on n'a pas autorisé les mosquées. Et les Sénégalais sont très heureux, ils prient quand même, ils prient dans leur tradition maraboutique, soufiste, pas de problème. Il n'y a pas eu de représailles, personne n'a menacé de mort les dirigeants du Cap-Vert, parce que les États islamistes, ils essaient d'avancer leur pion, mais ils comprennent parfaitement celui qui va leur dire tu n'iras pas plus loin que là, il y a une ligne à ne pas franchir. C'est-à-dire que nos dirigeants n'ont même pas tracé la ligne. Et donc, voilà, j'ai un espoir, parce que nous pourrions faire beaucoup plus, comme l'a fait l'Autriche, je répète, avant l'accession de l'extrême droite, parce que je sais que si un journaliste du Monde, il va dire qu'il a vanté le système autrichien à l'extrême droite. Donc, je précise, avant que l'extrême droite arrive en Autriche, les centristes autrichiens, en 2015, ont empêché totalement le financement du culte musulman en Autriche par des éléments turco-ottomans, salafistes ou frères musulmans. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. L'Autriche n'a pas eu de représailles. Alors Erdogan a gueulé, c'est normal. Erdogan a protesté. Erdogan a joué le victime. La victime, Erdogan a dit ils sont islamophobes. C'est des Autrichiens. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler était autrichien. Il a essayé de faire la réduction à Hitlerum. De même qu'Angela Merkel, lorsqu'elle a interdit certains militants pro-Erdogan d'aller faire des conférences pour que Erdogan ait les pleins pouvoirs, Erdogan a traité Merkel de nazi. L'Allemagne était fasciste et nazie. Dans les journaux turcs, on voyait des svastikas, des croix gammées avec la tranche de Merkel. Bon, c'est normal qu'ils essayent, ça c'est de l'aboiement, c'est pas grave, faut pas se laisser impressionner, on se laisse trop intimider. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de représailles ni contre l'Allemagne, ni contre l'Autriche, il y a toujours des relations commerciales. Donc quand vous résistez, mais que c'est au nom de votre souveraineté, même un État islamiste comprend parfaitement. Et j'irai même plus loin. L'ancien terroriste dont je parlais tout à l'heure, David Valla, me disait, il n'y a rien de plus, il me disait quand il était dans les milieux Al-Qaïda en Afghanistan, même entre eux, et je conclus, il disait souvent, il n'y a rien de plus méprisable, quand il parlait avec des cadres de cette organisation, ils disaient eux-mêmes, il n'y a rien de plus méprisable que le mécréant qui s'offre à nous et qui se renie lui-même. Donc voilà, le secret, la thérapie, c'est retrouver sa souveraineté et ne pas se laisser intimider, puisque leur stratégie, c'est d'intimider.